Je vous fais un petit sommaire de ce rendez-vous Pléiade. Tout d'abord, je vais présenter les nouveautés en ACV que vous avez peut-être déjà repérées, mais si jamais vous les présentez, vous les expliquer. Les fonctionnalités qui sont à venir, qui sont en développement ou qui vont être développées prochainement, et pour lesquelles il y a régulièrement des demandes, car le besoin se fait sentir. Ensuite, par rapport aux questions effectivement que vous aviez posées en amont, j'ai réparti en trois parties. Il y a tout d'abord l'usage basique dans Pléiade. Ensuite, on va aller faire un focus sur vos questions sur la réglementation. Et après, des questions niveau, disons, expérimenté pour faire des ACV RE 2020. On a eu aussi quelques questions sur un module d'analyse de cycle de vie qui n'est pas réglementaire et qui s'appelle ECARE. On va voir ça également à la fin. Tout d'abord, sur les nouveautés, il y a l'interface à l'ouverture d'un projet ACV qui a été mis à jour. Je vais vous le présenter. Ça permet en fait de gérer les modifications de données environnementales. Par exemple, ici, j'ouvre un projet qui a été calculé en 2024. Là, je pars des résultats là et je vais l'ouvrir avec le modeleur. Alors, où est-ce qu'il se met? Il se met de l'autre côté, évidemment. Et donc là, j'ai le modeleur qui s'ouvre et on a tous cette question à l'ouverture. Vous savez, les données environnementales ont été modifiées dans la base Ignes par rapport à votre ancien calcul. Avant, vous aviez une fenêtre avec trois boutons différents vous posant des questions concernant cette gestion des données. On a préféré finalement vous présenter directement les données environnementales concernées et choisir cas par cas ou de manière globale ce que vous souhaitez faire par rapport à ce changement de données environnementales. Donc ici, on voit déjà une légende et un nombre de cas. Donc par exemple, vous avez des fiches qui ont été modifiées dans la base Ignes. Ces fiches modifiées, elles sont présentées là avec le petit attention. Donc là, c'est des données à gauche sur fond gris, c'est ce qui est dans mon projet. C'est ce que on enregistre lorsqu'on lance un calcul ou qu'on enregistre sous un projet. Vous avez ces données-là qui sont enregistrées. Donc là, je vois ici gain TPC en polyéthylène. Et à droite, je vois qu'il y a sur la base qui date du 1er février 2025 une nouvelle donnée. Et en fait, on voit la différence ici. Elle est moins impactante côté nouvelle base de données par rapport à ce que j'avais dans mon précédent calcul. Par défaut, vous avez ici des propositions. Ça va être de prendre les nouvelles données environnementales qui sont sur fond bleu là, d'où la coche ici. Voilà, donc soit par défaut, on vous propose de mettre à jour votre donnée. Dans ce cas-là, si vous relancez le calcul, le résultat va varier. Ou alors, vous pouvez choisir d'un coup de rester sur les valeurs de votre projet pour sécuriser votre résultat. Donc ça, c'est pour les fiches qui ont été modifiées. Quand les impacts changent, ils sont mis en gras. Il y a des mises à jour de données qui portent des fois sur des noms ou d'autres éléments. Et dans ce cas-là, on voit il n'y a pas forcément de changement d'impact. D'autres cas peuvent apparaître, c'est les fiches qui auraient disparu. Donc ça, c'est des fiches qui sont dans votre projet, qui sont enregistrées, que vous pouvez conserver donc en gardant la coche à gauche, côté gris. Voilà, vous allez pouvoir continuer à utiliser cette donnée. Ou sinon, si vous cochez à droite, c'est qu'il n'y aura pas de correspondance finalement en face d'une quantité dans votre calcul ACV. Donc il faudra peut-être aller chercher ensuite une nouvelle donnée environnementale ou le faire ici. Dernier cas, ce sont les fiches supprimées. Donc ça, les fiches supprimées, c'est dans le cas où vous avez des données qui sont dans votre bibliothèque de projet, mais que vous n'avez pas mis dans une composition. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun
aucune sécurisation de ces données. On ne les a pas enregistrées. Donc, si la donnée a disparu et n'est plus dans la nouvelle base, par exemple celle du 1er février 2025, eh bien, on ne vous enregistre pas et vous ne pouvez pas aller les repiocher. Voilà, c'est le sens ici de ce calcul, cette coche. Vous pouvez comparer une à une ici en cliquant sur comparer les fiches pour voir un petit peu quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle donnée. Donc ici, on sécurise notre résultat. Ici, on permet l'évolution des données pour celles qui existent et on garde celles qui n'ont pas de correspondance nouvelle. Et sinon, on peut aussi cocher tout à droite et partir sur la nouvelle base de données au risque de perdre des correspondances. Là, par exemple, je vais sécuriser le résultat de mon projet. Donc ça, c'était pour la première nouveauté. Ensuite, on a une nouvelle interface sur le choix des données environnementales. Donc, je vais vous montrer cette interface. Elle est ici en RE 2020 ACV. Et donc, par exemple, si je rajoute un élément ici dans l'aire de stationnement extérieur, bon, il faut mettre un nom et quantité. Et sinon, pour sélectionner une file, c'est bien ici. Et donc, la nouvelle interface, elle est ici. On s'y habitue très rapidement, mais voilà, il faut savoir qu'elle est nouvelle. Et le sens de cette nouvelle affichage, c'est que vous n'avez pas une nouvelle fenêtre à redimensionner et à repositionner. Ici, vous voyez l'arborescence à gauche et les détails de vos données environnementales, de celles que vous regardez ici. Elles sont disponibles directement à droite. Donc c'est plus simple pour vous, je pense. Autre nouveauté, c'est le clic droit sur une donnée lorsqu'on a fait une recherche. Et ça permet l'apprentissage de l'arborescence Ignace. Alors, je m'explique. Donc, je reviens encore sur la sélection d'une fiche. Imaginons, je cherche du revêtement de sol en céramique. Donc, le mot-clé le plus simple, le plus récurrent dans la base Ignace, c'est le mot céramique. Ici, je trouve les données qui ont dans leur nom ce mot-là. Donc, par exemple, ici, je vois les carreaux en céramique pour sol, etc. Et dans le cas où je veux voir toutes les données qui sont dans cette rubrique, mais qui n'auraient pas le mot céramique, eh bien, je peux cliquer droit sur ma donnée, là, hop, clic droit, et ça va ouvrir l'arborescence Ignace et me présenter toutes les autres données qui n'avaient pas ce mot-là précis dans le nom. Donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité qui est nécessaire pour nous, pour savoir où sont rangées les données dans l'arborescence Ignace. Peut-être que des personnes avaient l'habitude de l'utiliser en double-clic gauche avant. Voilà, on a décidé que le double-clic gauche, c'était pour sélectionner une donnée. Et donc, on vous a mis cette ouverture d'arborescence sur un clic droit. Voilà cette nouveauté. Et une dernière nouveauté qu'on voulait vous partager, elle date de cet hiver. Et ce sont les DPGF de l'AICVF. Donc, on a repris des DPGF types qui ont été préparés pour accompagner les opérations à faire des détails permettant, des détails des factures des projets, permettant ensuite au bureau d'études de faire une ACV vraiment détaillée avec des quantités très bien écrites. On a trouvé qu'il manquait un petit peu de plasticité à ce fichier. On l'a donc retravaillé à notre sauce. Donc, je suis allée ici sur le forum et dans la rubrique ACV, vous allez pouvoir piocher ici dans le thème DPGF AICVF un outil DPGF Isuba. Vous pouvez le télécharger ici et je vais vous montrer rapidement comment il fonctionne. Hop, ça marche, oui, pas de souci.
Alors, peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas extrait. Je vais l'extraire. Ça devrait mieux marcher. Hop, hop, hop. Bon, on va voir si ça bloque vraiment la macro. J'avais pas ça hier. Donc, à gauche, on voit les consignes qui ont été préparées par l'ICVF sur l'utilisation de ce fichier Excel. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aider les entreprises qui construisent des maisons individuelles pour ce cas précis. Mais en fait, ils ont fait des DPGF pour les autres usages. Donc, de les aider à détailler tout ce qu'ils mettent dans les VRD, le gros œuvre, la charpente. On le voit là dans les différentes feuilles de cet Excel. Et nous, on a rajouté un macro composant qui vous permet de faire un tableau rapide et succinct de toutes les données et quantités qui ont été mises par les différentes entreprises. Donc, vous avez un sommaire ici et vous pouvez générer un tableau global ici en cliquant là. La fiche correspondance fiche élément vous permet de mettre à jour en mettant un nom d'une donnée environnementale qui se proposerait automatiquement. Donc ça dépend forcément du changement de la date de la base INES. Donc il va peut-être après devenir un petit peu vieilli. Donc n'hésitez pas à le mettre à jour, ce n'est pas bloqué. Et donc pour exemple, imaginons, on a ici un petit peu de bitume, allez, 100 mètres carrés, et il y a des gaines, TPC, on en met 150 mètres linéaires, des regards en béton. Allez, j'en mets 5. Un petit exemple pour le VRD ici. Je mets des quantités, je mets un nom et une quantité, et je peux ensuite cliquer sur générer le macro composant. Et aujourd'hui, j'ai mes macros qui sont bloqués, hélas. Mais, ah là là, pas de chance. Hier, ça marchait. Il y a Microsoft qui se met Est-ce que tu à bloquer as des fois. autorisé les macros Oui, mais il a fait ça, il faisait pas ça hier. Bon, euh, voilà, je ne vais pas y passer Ouais, 30 ans, mais normalement, les macros ne sont pas bloqués. Voilà, j'ai fait une mise à jour de Microsoft. ferme le fichier. Oui. Fais un clic droit Ah, sur ouvrir, oui. propriété. Propriété. Non, propriété. Euh, Débloqué, oui. attends, ouais. Débloquer. Vas-y, Débloqué, ouais, débloquer. Ok. c'est tout? Ah oui! Yes. Donc, je vous remontre. Imaginons, je vais mettre quand même quelques éléments. Le regard de vide. Hop. Et ensuite, je peux cliquer ici sur Générer macro composant. Donc, ça va créer en bas ici une nouvelle fiche. Et ici, on a en fait un tableau qui correspond aux dimensions et aux cellules qu'il y a dans notre logiciel. Et après, vous pouvez, au niveau bâtiment, là, ouvrir le tableau des composants, insérer plusieurs lignes en dessous et coller. Alors, peut-être qu'il veut que je refasse ça. Hop, voilà. Et ça va donc vous ajouter les éléments ici avec une quantité. Et pour Voilà, on a une proposition automatique de fiches, mais vous pouvez bien entendu les modifier. Donc voilà, on vous invite en fait à utiliser, à essayer cet outil. On l'a créé pour l'instant uniquement pour les maisons individuelles. Et en fait, on attend de vos retours pour savoir si on élargit cet usage à d'autres, cet outil à d'autres usages. Voilà. Donc, on attend de vos nouvelles sur ce DPG pour savoir s'il est utile ou pas. Voilà pour les nouveautés. Ensuite, pour ce qui est des développements
à venir. Donc, vous allez, au cours de l'année, sûrement au milieu de l'année 2025, avoir un accès à des mises à jour de bases de données qui ne seraient plus liées à des mises à jour de logiciels. Donc ça, en fait, on est en train de préparer tout un utilitaire pour vous donner la main sur des mises à jour d'Edibatec, d'Ignes, et qui ne dépendraient pas de nos logiciels, parce qu'il est vrai que nous, on met à jour la base Ignes à chaque mise à jour de logiciel, ce qui fait que parfois, si on n'a pas fait beaucoup, qu'on a des gros projets sur le feu, on ne fait pas des mises à jour tous les mois. Et dans ce cas-là, vous avez une base Ignes qui vieillit un peu et vous souhaiteriez pouvoir accéder à des toutes nouvelles fiches et vous êtes un petit peu bloqué par nos propres mises à jour. Donc ça, on va vous débloquer là-dessus. La deuxième nouveauté qui est en préparation, c'est l'accès à des données archivées de la base Ignes. Donc ça, on a bien vu qu'il y avait une demande, un besoin là-dessus. On vous entend et on est sur, sur le coup. Donc le projet, c'est de vous permettre d'ouvrir une RS2E qui a été calculée sur un autre logiciel. Donc ça, on le permet déjà. Seulement, on ne permet pas d'aller creuser dans des fiches qui auraient été supprimées lorsque le projet n'est pas calculé depuis Pléiade. Donc en fait, à l'ouverture de cette RS2E, si une donnée a été supprimée, pour l'instant, vous ne pouvez pas aller la récupérer, hélas. Et bah, on sait bien que vous en avez besoin pour faire des ACV de fin de chantier. Donc voilà, on vous prépare ça. Ça devrait être disponible cette année. En revanche, je n'ai pas de date à vous donner. Une autre attente aussi est sur les calculs ACV autonomes. Donc ça, c'est de ne pas avoir à lancer un calcul en énergie pour pouvoir faire une RE 2020 ACV. Donc ça également, c'est en préparation. Ça devrait être disponible au milieu de l'année. Et vous pourrez en fait lancer un calcul ACV uniquement. Voilà, vous mettez vos quantités, vous mettez quand même une surface de chacune des zones, etc. Et vous avez un résultat avec le IC max, IC construction max et votre IC construction. Et comme ça, vous pouvez voilà, faire des études sur un projet un petit peu en amont. Donc, par contre, évidemment, vous ne pourrez pas sortir un fichier réglementaire, un fichier RS2E, parce qu'il manque toute la partie énergie. Mais en tout cas, ça vous permettra de faire vos évaluations tranquillement en parallèle peut-être d'une autre entreprise qui ferait la partie énergie. Et on est aussi également sur évidemment l'amélioration de nos rapports Pléiade. Donc pour tous les rapports de Pléiade et donc évidemment aussi sur les rapports en ACV. Voilà, donc ça, pas de date non plus à proposer, mais on a une personne qui va rapidement être sur le coup cette année. Ensuite, pour les questions qui ont été posées, donc tout d'abord, un usage basique dans Pléiade. La première question qui a été posée, c'est, bon, bah voilà, je fais ma première étude ACV, euh, comment faire pour ne rien oublier? Donc là, je vais partir d'un projet un peu vide. J'ai juste déjà construit quelques données énergie, justement, pour lancer un calcul. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire pour se lancer et pour savoir ce qu'il y a à modéliser. Donc, je vais ouvrir un projet qui est un peu vide. Donc là, on a le modeleur qui s'ouvre. Hop. Bon. Là, on voit que j'ai déjà des petites données. Donc voilà, c'est un projet ici relativement vide, même si, comme je disais, j'ai déjà préparé ici toute une arborescence énergie pour pouvoir lancer un calcul, mais voilà, je n'ai pas fait de dessin et j'ai pas encore de composition. Donc là, déjà, je vais aller charger un jeu de données, notamment ici, hop, le rendez-vous ACV. Donc ici, j'ai à présent des compositions proposées et donc
je vais pouvoir faire un dessin et récupérer des quantités. Comment ça? Eh bien, parce que face à des caractéristiques thermiques, j'ai mis des données environnementales en face. Donc voilà, sur l'isolant en bois, sur le bois, sur les cloisons, le plancher. Voilà, j'ai mis des données environnementales. Donc pour vous montrer ici, sur l'onglet RE2020 ACV, tout est vide actuellement, il n'y a absolument rien. Donc là, je vais pouvoir lancer mon dessin en plan. Bon là, je fais ce que je veux, mais bien sûr, je vais plutôt utiliser des fonds de plan faits par l'architecte. Donc voilà, je me fais un petit dessin. Et ici, en ayant simplement dessiné une petite maison, il me reste, ou une grande maison, effectivement, il me reste à zoner là, hop, je le mets dans un groupe pour l'aéro 2020. Et ici, on voit maintenant, sur la partie ACV, on a déjà des lots constructifs qui ne sont pas vides. Il y a des éléments qui ont été directement ajoutés ici. Donc voilà, ça c'est le premier truc que vous pouvez faire, c'est dessiner votre bâtiment et en ayant fait des liens entre vos compositions thermiques et des données environnementales, vous avez déjà quelques quantités. Ensuite, l'enveloppe thermique ne suffit pas pour faire une ACV complète. Donc dans ce cas-là, vous voyez bien, on a d'autres lots à compléter. Comment faire pour savoir ce qu'il y a à compléter? Eh bien, je vous propose d'aller voir un objet en bibliothèque qui est disponible pour tous les utilisateurs. Donc, c'est dans la rubrique ACV, partie macro-composants ici. Vous pouvez aller importer depuis la biblio. Ici, c'est un objet standard, donc tout le monde peut le sélectionner. Donc, c'est un macro-composant qui s'appelle RO2020, descriptif des composants. Donc, je vais l'importer et vous le montrer. Il reprend le tableau 5, description de la composition physique du bâtiment en lot et sous lot de l'annexe 2 de l'arrêté du 4 août 2021. Vraiment, ce tableau est très important. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le regarder, que ce soit dans les macro-composants ou directement dans l'annexe 2 du référentiel, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vraiment, ici, dans la première colonne, non, vous voyez des types d'éléments qu'il va falloir que vous modélisiez. Donc, il faut modéliser les réseaux gaz, les réseaux d'eau potable. Vous apprenez aussi comment allotir les éléments selon la réglementation. Voilà, vous avez vraiment tous les lots constructifs ici qui sont détaillés. Donc, ça vous fait un fil rouge des éléments à modéliser. Également, dans la partie commentaires, on a repris une colonne qui détaillait le niveau d'exhaustivité. Donc, les commentaires sont aussi très intéressants parce que vous pouvez voir, y compris le raccordement des, euh, des réseaux de télécommunications, y compris les fourreaux, y compris l'armature béton armé, y compris les escaliers de secours. Voilà, vous avez beaucoup de détails dans ces commentaires et vous avez aussi des phrases qui vous aident à allotir des éléments ou qui vous aident à vraiment comprendre ce qu'il faut mettre. Voilà, par exemple, ici, il y a marqué à noter, les parcs de stationnement doivent être intégrés, doivent être pris en compte qu'ils soient intégrés ou non au bâtiment. Voilà, on apprend vraiment des choses avec ce tableau, donc je vous invite à l'utiliser. Donc là, par exemple, ici, ça peut faire une base de travail pour vous. Vous avez un fil rouge et vous allez chercher dans les DPGF si vous pouvez mettre des quantités en face de chaque ligne. Vous pouvez en insérer en cliquant droit, vous pouvez insérer une ligne ou plusieurs. Et ici, rajouter, il y a du réseau d'eau potable, il y a des fourreaux, il y a aussi du coup vraiment les tuyaux. Voilà, vous pouvez rajouter à votre guise des éléments, rajouter des quantités et des fiches. Voilà, donc ça c'est vraiment un guide qui va pouvoir beaucoup vous aider. Ce macro-composant, en gros,
c'est une liste d'éléments que vous allez pouvoir utiliser dans vos projets. Donc, vous pouvez préparer ce bloc de lignes ACV et ensuite le rajouter dans votre bâtiment. Vous pouvez vraiment permettre de travailler plus vite en travaillant avec ces macro-composants. On peut justement accéder à ce macro-composant. Oui, c'est dans la bibliothèque, dans la rubrique ACV, partie macro-composants. Et dans Et importer, oui, ouais. Importer depuis la biblio. Donc ici, vous voyez pas mal de dossiers, certes, qui sont à moi, mais vous avez tous ici le dossier RE2020 et ici RE2020 descriptif des composants. Et là, vous pouvez l'emporter. Et après, vous pouvez le modifier à votre guise. Vous pouvez aussi supprimer des données, enfin des lignes, etc. Donc, vous pouvez le modifier ici. Vous pourrez ensuite le travailler également depuis la partie RE2020 CV. Ensuite, ce macro-composant, il faut l'ajouter à votre bâtiment. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Je peux cliquer droit sur un bâtiment, ajouter un macro-composant ACV. Hop. Donc là, je vais aller dans ma bibliothèque projet, prendre ce macro-composant qui en réalité est relativement vide, hein. J'ai mis aucune quantité ni fiche, mais c'est pour vous montrer la mécanique. Je valide. Combien d'unités je veux mettre? Bon, bah, j'en ai une. Et ensuite, on voit effectivement chaque ligne ont été ajoutées. Bon, ici, tout est gris parce qu'il n'y a aucune quantité, aucune fiche. Mais ça vous montre comment ça fonctionne. Vous pouvez très bien garder des lignes qui sont vides et qui se présentent de manière grise comme ça. C'est pas un problème, moi je fais comme ça aussi. Et donc ici, si vous voulez rajouter des éléments, en fait, il faut aller cliquer sur le petit crayon éditer. Ça va vous ramener en bibliothèque projet. Et donc là, vous pouvez dire, ah oui, bah là, il y avait 100 mètres linéaires et vous allez chercher une fiche, etc. Vous allez chercher votre fiche et l'ajouter. Voilà. Donc, pas besoin de rajouter de fiche, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc ça c'est vraiment le fil rouge qui peut vous permettre de connaître le niveau de précision à apporter dans votre ACV. Ensuite, lorsque vous avez réussi à remplir un maximum de données, vous pouvez aussi, sur un projet, notamment en amont, utiliser des lots forfaitaires. Les lots forfaitaires, c'est des, des calculs qui ont été proposés par la méthode pour donner un impact par sous-lot ou par lot. Donc, par exemple, ici, sur le lot 8, je suis sur un usage de bureau. Je peux cocher les sous-lots 8.1, 8.3, 8.4, 8.5. Et donc, ça permet, moi, de ne pas avoir en fait à les modéliser. Et il y aura un paquet d'impacts proposés par la réglementation liés à l'usage bureau qui sera mis dans ces sous-lots que j'ai cochés. Donc ça vous permet de ne pas avoir à modéliser euh, des choses spécifiques en amont d'un projet à des moments où vous n'avez pas encore d'informations sur ces choix-là. Et aussi parce que ce sont des équipements et que la base environnementale est peut-être un petit peu moins exhaustive sur les différents équipements. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces lots forfaitaires pendant tout le projet, euh, voilà, même à la fin d'un chantier. Si jamais vous voulez voilà, modéliser finalement de manière précise un sous-lot, vous pouvez décocher le lot forfaitaire. Vous voyez, il est apparu ici. Et là, après, vous pouvez rajouter des éléments. Donc voilà. Je vais vous montrer quelque chose. La liste des lots forfaitaires change en fonction de l'usage de votre zone. Donc, par exemple, ici, j'ai changé d'usage. On est en maison individuelle à présent et je ne peux plus cocher les lots 3.8.3, 8.4, 8.5. Voilà. Il n'y a pas de lot forfaitaire proposé par la réglementation pour ces sous-lots. Donc, vous devez les modéliser de manière exhaustive. Voilà. Et ensuite, on lance un calcul, hein. Alors, je regarde, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais prévu. Donc, pour ça, hop, je me mets dans la partie calcul, RE2020, ACV. Je vais faire un calcul énergie ACV, ça devrait être rapide. Ah, elle est déjà là.
Donc voilà. Alors bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc on est pas très confortable, mais en tout cas ici, on voit qu'on a bien un résultat ici en IC Construction avec un IC Construction Max. Ça va me permettre de répondre à la seconde question que j'avais et qui était comment on fait pour exporter un RS2E au format XML et ensuite comment est-ce qu'on fait pour le réutiliser. Donc là, j'ai lancé mon calcul et dans la partie synthèse, j'ai une partie là qui me propose de sauver le fichier RS2E. Donc le RS2E, c'est le récapitulatif standardisé énergie-environnement, donc il comprend les deux calculs. Et ici, en fait, ça me permet de sortir un XML. Les trois boutons servent à quoi? Le premier, il permet de vérifier que vous allez respecter ce qu'il faut pour faire un dépôt de permis. Donc, il va vérifier que la partie plutôt énergie et vérifier que vous avez coché euh, un article concernant la CV. Pour l'attestation de fin de chantier, il va vérifier tout votre calcul énergie-environnement et vérifier que tout est réglementaire. Et dans ce cas-là, il va aussi vérifier si le IC Construction Max est bien OK. Sans contrôle de validité, vous allez pouvoir sortir un XML quoi qu'il arrive, quoi qu'il manque. Donc, par exemple, je télécharge sans contrôle de validité. Ah, je ne suis pas du tout réglementaire. Donc voilà, je l'ai exporté, il est là, hop, dans les téléchargements. Donc, hop, 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 déjà, on peut aller le regarder. Non, je vais le montrer après. Donc là, il est exporté et ensuite, vous pouvez le réutiliser, le transmettre à d'autres entreprises. Vous pouvez aussi le réimporter dans Pléiade. Donc pour ça, je vais extraire pour mon RS2E disponible. Donc pour réutiliser un RS2E, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez par exemple faire ceci en utilisant toujours le modeler. Vous allez dans la partie calcul ici. Si vous voulez lancer, si vous voulez lancer une ACV avec un R7 ou un RS2E, donc pour la partie énergie, vous pouvez faire de cette manière-là, aller chercher ici votre RS2E. Donc comme ça, il y a une partie qui est bloquée un peu, c'est la partie énergie, et vous pouvez faire des modifications en ACV. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'éditeur hop, 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 pour importer un XML. Donc, je vais ouvrir l'éditeur. Ici, dans l'éditeur, on peut importer un XML. Donc là, il est complètement vide, mon projet. Ah, il faut afficher le module ACV. Hop. Donc ici, on voit bien que j'ai récupéré des quantités, une pièce, etc. Et là, en ajoutant mon RS2E, j'ai pu récupérer ce qu'il y avait dans les impacts de ma fiche. Voilà, donc là, j'ai récupéré mon RS2E, je peux faire des modifications et relancer un calcul. Donc voilà pour la question sur les RS2E. Je souhaitais aussi vous montrer des seuils qui sont à présent calculés. Eh bien non, pardon. En fait, j'en fais juste référence ici et j'ai une diapo qui va vous permettre de bien comprendre ce qui est calculé dans les différents seuils. Mais en tout cas, si jamais, partie RS2E, vraiment juste le fichier informatique, je vous montre où vous pouvez le voir. Donc là, j'utilise un visualisateur d'XML. Donc il y a Notepad++ ou XML Notepad, c'est gratuit. Donc là, on voit bien qu'on a une partie énergie, une partie environnement. Si j'ouvre un petit peu la partie environnement, que je vais dans ma zone et que je regarde l'indicateur de performance environnementale,
On voit ici différents IC Construction Max. Celui de 2022, de 2025, de 2028, de 2031. Voilà, donc ça, c'est vraiment disponible dans vos récapitulatifs standardisés. Donc, sachez que vous pouvez les récupérer ici. Ça, c'est pour ce qui est des seuils anticipés. Et je vais vous présenter plus tard avec une diapo qu'est-ce qu'on entend par seuil anticipé. On avait une question aussi sur comment ajouter une PEP ou une FDES qui ont été configurées, donc qui viennent de configurateurs qui ne sont pas disponibles directement dans la base Inès. Donc pour ça, je vais dans le modeler, dans la bibliothèque, dans la rubrique ACV, et je me mets sur la base de données. Donc là, je vois toute la base Inès. Je peux avancer dans les catégories, etc. Si jamais il y a une petite vidéo sur YouTube qui vous présente comment on peut faire des choix de données avec cette visualisation-là. Voilà. Elle est plutôt sympathique. J'invite à aller la voir. Sinon, pour ce qui est d'ajouter une donnée configurée, c'est ici. Importer un élément. Donc, on me demande quel type de fiche, comment, par où je veux passer pour ajouter une fiche. Donc, soit j'ai un compte EDEC. Ce compte EDEC, en gros, c'est un cloud qui permet de récupérer des fiches configurées qui proviennent de plusieurs configurateurs. Voilà, c'est une librairie en ligne. Ou alors, est-ce que la fiche est sur mon ordinateur? Bon, bah, j'en ai quelques-unes sur mon ordinateur. Alors, je les ai peut-être rangées ici. Hop, hop, hop. Voilà, donc, par exemple, ici, j'avais préparé une charpente traditionnelle sur le configurateur DE Bois. Et donc, je la sélectionne. Hop. Et ici, on me présente les informations de cette donnée. Je peux ici la renommer. Ça va être le nom de la donnée qui sera disponible dans la première colonne, là. Je peux aller ici définir sa nomenclature. Donc, où est-ce que je souhaite la ranger? Bon, bah, ça peut être dans de la structure, charpente, en bois. OK. On voit son type ici, externe configurateur. Les contenus CO2 et CO2 dynamique sur 50 ans. Voilà, et puis les informations, effectivement, ça vient de DE Bois. Ça a été calculé en 2024. Son unité fonctionnelle et un petit peu de détails sur ce qui a été complété dans le configurateur. Et ensuite, j'enregistre. Bon, elle était déjà existante. Mais voilà, on vérifie juste que vous ne puissiez pas écraser vos propres fiches. Mais en tout cas, elle est ajoutée ensuite. Et après, vous voyez, c'est sur fond vert, pardon, que sont présentées toutes les données qui viennent des configurateurs. Voilà, moi, j'en ai quelques-unes qui existent déjà. À savoir que pour l'instant, il manque une fonctionnalité, désolé, sur la suppression de ces données configurées. On le sait et c'est également aussi dans les développements à venir, qui sera bientôt disponible pour vous. Voilà, on va bientôt pouvoir faire un coup de clean de ces données-là dans nos bibliothèques personnelles. Ensuite, il y avait une question sur les imports bimétrés et GoBuild. Donc, quand vous faites des études avec des maquettes faites sur Revit ou autres, voilà, des maquettes BIM, les entreprises peuvent avoir déterminé beaucoup de quantités qui sont en fait finalement très utiles pour vous pour faire vos analyses de cycle de vie. Et vous pouvez demander à ces personnes-là de faire des exports donc sous le format bimétré ou GoBuild. Et donc ça fait un fichier qu'on va pouvoir ensuite nous importer dans Pléiade. Donc je vous montre où on peut faire ça. Donc c'est dans RE2020 ACV. Je suis au niveau du bâtiment. Là, je vais dans le tableau des composants.
Et quand j'édite ce tableau, j'ai une proposition import GoBuild et import bimétré. Donc, par exemple, je vais aller choisir un bimétré. Donc là, j'ai des exemples disponibles. Je le sélectionne. Est-ce que je veux sélectionner différents bâtiments? Là, on a une liste qui pourrait être disponible. Bon, ben là, je vais prendre le bâtiment 1. Et ici, je vois le nom de la donnée, un allotissement qui aurait été défini sur le BIM et une quantité. Donc là, je peux faire une correspondance avec une fiche ici, ou sinon je le ferai plus tard, et valider. Donc là, il me dit, il y a des imports qui ont fonctionné, mais vous aviez un lot forfaitaire. Voilà, décocher le lot forfaitaire pour le voir apparaître. D'accord. Et vous voyez ici, on a bien toutes nos lignes qui ont été importées. Voilà, donc ça vous permet de récupérer toutes ces quantités-là, et après, il reste le lien avec une fiche environnementale à faire. Voilà, j'espère que ça répondra à cette question. Et maintenant, on peut prendre quelques minutes pour répondre aux questions du chat sur cet usage un peu basique, disons, de Pléiade ACV. Euh, on a une première question sur la différence entre ligne blanche et ligne violette dans l'import du DPGF. Dans l'import des DPGF, C'est là, de l'Excel, je sais pas si tu l'as encore. le DPGF AICVF, Ouais. d'accord. C'est-à-dire, La différence entre ligne blanche et ah, violette. ça là, non, ça c'est juste Visuel. c'est visuel, ça c'est juste pour comprendre, bien voir les lignes. Il n'y a aucune différence. Alors c'est vrai, vous avez peut-être déjà manipulé, super, merci. Euh, Tout ce qui est un peu vert, c'est bloqué. En gros, il y a une architecture qui est proposée et pour que ça marche bien, on vous a bloqué. Vous pouvez uniquement modifier ici ce qu'il y a en blanc ou en bleu. Vous pouvez quand même insérer des lignes, voilà. Ça va marcher. Mais effectivement, voilà, vous êtes un petit peu bloqué. Donc ici, tout fonctionne. Le bleu ou violet ou le blanc. Deuxième question qui vient d'être supprimée. Ah, Donc, non. Un système. Euh, à ce stade d'import mobile et millimétré, on n'a pas de fiche FDS liée. Correspondent les quantités. si à ce stade, on n'a pas de fiche FDES liée, il n'y a pas d'impact lié à votre quantité. Et c'est pour ça, justement, en fait, vous savez ce qu'il y a dans le projet. Donc, par exemple, ici, j'ai ça. Et la personne ne l'a peut-être pas complété dans le BIM. Bon, bah, c'est à vous, du coup, de trouver une donnée environnementale liée à béton fabriqué en centrale B3, tête de pieux, ça c'est des fondations, clairement. Là, l'acier, à voir, hein, des fois, il faut le préciser, mais sinon, c'est souvent dans une fiche qui prend du béton armé. Voilà, en fait, c'est à vous de faire les liens après. Donc, maintenant, je vais aller éditer ce tableau-là. Et donc, bah, c'est à nous, ici, dans Fiche, qui est un peu petit là, hop, d'aller chercher un impact. Donc là, béton fabriqué en centrale pour une fondation. Bon, bah, je prends un petit peu n'importe quoi, parce que là, j'ai pas beaucoup d'informations. Euh, c'est vrai que du coup, on est un petit peu dans le vague, mais béton, fondation, je vais faire comme ça, c'est une production, structure, fondation en béton armé. Bon, il n'y a pas écrit, mais disons que c'est sûrement en béton armé. Bon, bah voilà, là j'ai du choix. Euh, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce béton, mais en gros, il faudrait chercher dans le DPGF ou dans des CCTP, etc. Peut-être comprendre ce que c'est que ce béton. Choisir la donnée qui serait liée, peut-être que c'est une semelle finance, peut-être pas. Et donc, ajouter une fiche. Donc là, je prends un peu n'importe quoi, hein. Voilà. Et ici, donc, j'ai une fiche liée à ce nom et à cette quantité. Et donc là, il y aura un impact. Voilà. Une question, je ne sais pas si répondre.
Est-ce qu'on peut créer un macro composant à partir d'une saisie ACV qu'on a déjà réalisée? Oui, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Je réponds à cette question maintenant et en gros, ça prend l'avance sur une question expérimentée, disons. Oui, tout à fait. Le macro-composant, il vous sert à capitaliser vos données. Donc, complètement, moi, je vous invite à la fin d'un projet à faire ça. Et en fait, pour faire un macro-composant, par exemple, imaginons, je fais un macro-composant de tout ce que j'ai récupéré avec le bimétré. Eh bien, je peux ici copier tout ce tableau, en fait, les premières colonnes. Voilà, il faudrait que je prenne tout. Je copie tout ça. Je vais en bibliothèque, macro-composant, un nouveau, je lui donne un nom, Dimitri, la maison individuelle, je suis pas sûre que c'est la maison individuelle. Et je peux coller, haha, pourquoi il ne veut pas que je colle? Ah si, c'est bon, fou. Voilà, CTRL V. CTRL V, ça marche. Et OK. Bon, petit truc un petit peu plus triste, c'est que on a prochainement, vous allez avoir tous les tableaux qui sont proposés dans la RE 2020 CV qui auront le même nombre de colonnes. Donc là, vous voyez la première ligne, j'avais mis une fiche. Et il y avait la colonne coefficient qui se trouve en fait à présent dans la partie fiche. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été ajoutée. Mais prochainement, tout sera homogénéisé, vous n'aurez pas ce problème. Donc là, je vous invite à faire OK. Et en fait, la fiche qui manque là, en fait, c'est hop, hop, hop. C'est ici à cause de la colonne fiche. Vous pouvez après uniquement copier la colonne fiche ici pour la mettre dans le macro composant. Hop. Oui, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Donc voilà, il n'y avait qu'une ligne et ici on valide. Et après, pour pouvoir l'utiliser dans d'autres projets, vous allez pouvoir l'exporter en biblio ici. Voilà, là j'ai cliqué sur exporter en biblio. Donc ensuite, ce macro composant, il est disponible là. Je pourrais le réimporter dans un nouveau projet. Euh, On peut dupliquer un macro composant aussi, tout à fait. Euh, Effectivement, celui-ci, quand je le modifie, après, ça peut être quand même intéressant de le donner un autre nom pour après pouvoir l'exporter en biblio, parce que en l'état, avec ce nom-là, vous ne pourrez pas le mettre en bibliothèque générale, parce que c'est un élément standard, vous ne pouvez pas le modifier comme ça. Donc effectivement, on peut cliquer droit, dupliquer, dire, bon, bah là, ce sera le macro pour la maison individuelle. Effectivement, il n'y a pas de souci sur la duplication. quand tu fais un apport globule ou autre, comment tu sais si tu es en unité mètre carré ou mètre cube? Haha, c'est une très bonne question. Mhm. Vous ne voyez pas là, c'est ça? Hop, hop, hop. Bah, t'es en mètre cube. Ouais, ça c'est parce que j'ai choisi ma fiche. Euh, Ouvrir, ok, tac. Ici, c'est écrit. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de choisir vos fiches dès maintenant car elle est écrite là. Sinon, vous gardez cette visualisation-là sur un autre écran pour vous rappeler effectivement, bon bah là il faut que je récupère ça. Ou sinon vous pouvez mettre cette colonne-là, vous la copiez, vous la mettez dans les commentaires pour ne pas l'oublier. Pam pam pam, je mets là. Comme ça, quand je choisirai ma fiche dans le modeleur, je me rappellerai que cette quantité elle était bien en mètres cubes. On a une Moi j'ai tout doublé. question, mais qui va être peut-être trop longue à répondre. Une méthode permettant de réaliser une préétude carbone rapide dès le PC. Euh, Là, je vous ai montré comment faire une ACV. Après, pour ce qui est des préétudes ou d'avoir des sortes d'impacts proposés sans dessiner, sans modéliser, etc., nous, sur Pléiade, on ne le fait pas. Par contre, dans la fin de la présentation, je vais vous montrer un outil qu'on a repéré qui pourrait vous répondre à cette question-là, je pense. Ce serait fait après, ça. Ouais, ouais, je sais pas, Comment faire sur deux zones avec un seul DPGF? Oui, tout à fait, on va le voir après. Ok, On bah, est je bon? crois que
Waouh, il va falloir qu'on avance. Oui, on passe à la suite. Allez, donc sur la partie réglementaire. Donc là, vous avez eu pas mal de questions, donc je vais essayer d'être précise sur les réponses. Donc, sur les différents seuils qu'on présente dans le modeleur, on a en fait deux catégories. On a des anticipations de seuil. Donc ça, c'est pour voir si pour pouvoir répondre à des financements, des labellisations. C'est plutôt sur l'anticipation des seuils que ceux-ci se reposent. Et c'est bien l'anticipation des seuils que vous allez retrouver ensuite dans l'XML de votre projet. Donc si jamais vous avez des doutes, bah, sortez l'XML et vous verrez les seuils vraiment qui sont demandés par les labels ou par les financements. Quel est le sens de cette anticipation de seuil? L'idée, en fait, c'est de faire ce calcul à une date donnée. Donc avant, on était sur des seuils de 2022. Là, on vient toujours passer en 2025. Et l'idée, c'est de voir comment, avec des seuils un peu plus restrictifs, comment vous positionnez. À savoir que on a plusieurs évolutions dans les seuils. En fait, on a une évolution sur le IC construction max moyen qui va donner en fait un petit peu les budgets carbone sur les 4 phases, 2022, 2025, 2028, 2031. Donc ça, c'est voilà, c'est des budgets qui réduisent. Et ensuite, on a aussi un jeu qui se fait sur une modulation qui s'appelle MIDED, et elle qui va aussi vous faire varier pas mal le IC construction max de chacun de vos projets. Pour l'anticipation des seuils, le sens de celle-ci, c'est on veut voir pour une date de dépôt, celle actuelle, celle de votre vrai projet. Donc ça, vous ne changez pas de modulation MIDED. Si vous étiez en 2022, bah, vous aurez les modulations fixes de 2022. Mais par contre, vous allez avoir les budgets carbone de chacune des phases qui réduit. Tandis que nous, on vous a aussi proposé un deuxième résultat qui s'appelle seuil si dépôt de PC à telle date. Et en fait, dans ce cas-là, on vous propose des seuils avec le budget carbone de chaque phase et aussi la modulation MIDED qui est vraiment liée à ça. Donc, je vais vous faire un petit rappel ici sur quelle est cette évolution de MIDED. En fait, sur la première phase de la réglementation, entre 2022 et 2024 inclus, on avait un budget carbone plus fort quand on prenait des données par défaut parce qu'elles sont majorées, elles sont mauvaises. Et l'idée, c'était d'être indulgent sur les opérations qui n'ont pas trouvé de fiches spécifiques. Sur la phase 2025-2027, l'idée, c'est de ne plus augmenter le seuil, donc d'être moins indulgent, d'inviter les personnes à être de plus en plus précis dans le choix de leurs données environnementales. Voilà, donc tant pis pour vous, en gros, si vous avez une donnée majorée. C'est aussi, l'intérêt, c'est de lancer un peu les industriels pour qu'ils produisent leurs propres données environnementales et qu'ils les mettent sur Ignes. Et après, on a une troisième phase, là, qui va vraiment aller casser l'utilisation des données environnementales par défaut. C'est que quand vous allez les utiliser, votre seuil, il va descendre à partir de 2028. Donc ça va faire mal. Donc, je vous montre quand même l'interface où on voit ces différents seuils. En fait, c'est dans les résultats, ici, là. Quand je passe sur mon résultat, on voit la rubrique anticipation des seuils en début, avec les différentes années, et après, seuil si dépôt 2. Voilà. J'espère que ça aura été clair là-dessus. Oui, voilà, et elles sont dans le RS2E depuis le moteur 2024.E1.0 pour les anticipations de seuil. Les modulations. Voilà, je voulais juste faire un petit récap là-dessus. Donc, le construction max moyen, c'est celui qui fait justement évoluer les gros paquets de, de maximum, disons. Et après, il y a des modulations, donc sur des surfaces. Et il y a des questions spécifiques sur la modulation liée aux infrastructures
et la modulation liée au VRD. Donc, je vais vous le présenter par la suite. Donc voilà, pour rappel, les valeurs pivots des IC construction max moyen sont ici. Vous les retrouvez facilement sur Internet ou dans des guides de la RE 2020. Donc on voit ces budgets qui réduisent au fur et à mesure. Donc rappel encore des modulations. Et aussi, voilà, je vous transmets l'information. Depuis début 2025, on a eu un décret RETEX, donc retour d'expérience sur les premières années de la RE 2020, qui ont permis un petit peu de voir certains fonctionnements des calculs, certains résultats, et le législateur a souhaité rajouter une modulation sur la surface moyenne pour les logements collectifs, et ils ont aussi adouci la modulation MI sur total en logement collectif pour les petits bâtiments. Vous avez une modulation MIPV qui existait que pour les bureaux. euh, et en fait, maintenant, ça a été élargi pour tous les projets. Voilà, ça c'est lié à une obligation de mettre du panneau photovoltaïque quand on n'a plus de temps de surface de toiture. Et pareil, il y a eu une dérogation maintenant disponible sur la durée de vie de certaines vies. Ensuite, j'ai eu une question, c'est encore lié avec ce MI Construction Max, alors IC Construction Max. On m'a demandé pourquoi est-ce que des fois, quand je change l'allotissement de certaines données environnementales, pourquoi est-ce que mon seuil maximum, il augmente ou est-ce qu'il descend? Donc là, je vous ai fait un exemple. Donc, c'est une maison individuelle. En vert, ici, on voit 430, c'est le résultat global, le IC construction globale du projet. Et ensuite, j'ai fait un focus sur le lot infrastructure et le lot gros œuvres. Imaginons, sur cet premier calcul, il y a des éléments qui sont en infrastructure, donc des poteaux, une dalle du parking souterrain, etc., qui ont été mis dans le lot 3 par inadvertance. Et donc j'ai 160 kg CO2 par mètre carré dans ce lot 3. Le lot 2, imaginons, il est à 40 kg équivalent CO2. Voilà, il y a d'autres choses qui ont été modélisées dans ce lot. Et ensuite, on a un deuxième calcul où finalement, en fait, les éléments qui étaient en lot 3, on les a mis dans le lot 2 parce que c'était là qu'elles devaient être. Et du coup, on a notre lot 2 qui est un peu plus impactant, il est à 70 au lieu de 40. Et mon résultat global, il est toujours à 430, mais mon seuil maximum pour être réglementaire, lui, il a été augmenté de 30. Comment ça se fait? C'est lié à la modulation sur l'infrastructure. Et donc, cette modulation-là, le sens qu'elle a, c'est que le législateur n'a pas souhaité faire de blocage sur le niveau environnemental de votre bâtiment par rapport à son VRD et par rapport à ses infrastructures, donc les fondations notamment, et aussi les parkings en souterrain. Pourquoi? Parce que des projets ont des contraintes. Voilà, un mauvais sol, il doit faire des fondations en pieux, c'est plus impactant. Ils n'ont pas souhaité bloquer ces projets-là. Donc en fait, ils se sont juste dit, à chaque fois que qu'il y aura des impacts au-dessus de 40 kg équivalent CO2 par mètre carré pour les maisons individuelles, eh bien, ces impacts-là qui dépassent les 40, ils vont aussi systématiquement augmenter le seuil maximal. Donc, les impacts sont pris en compte. Voilà, vous avez bien ces 70 là dans le lot 2 qui sont pris en compte, mais ils vont aller augmenter la barre max. Donc, vous n'allez pas être bloqué sur vos projets qui ont des contraintes particulières. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à l'allotissement de chacun de vos éléments dans la CV et de regarder justement le tableau descriptif de la composition des bâtiments. Pour bien allotir vos éléments. On a eu la question encore une fois sur le chat et on a eu la question en amont. On a un projet mixte RE et RT, ou alors on a une opération avec plusieurs bâtiments, mais on a un seul DPJF. Comment est-ce qu'on fait? Comment répartir les quantités entre les bâtiments ou les parties de bâtiments? Donc là, je vous montre
une page de notre documentation en ligne qui traite de ce sujet. Elle s'appelle Règles d'affectation. Elle est rangée ici dans onglet RE 2020, Règles d'affectation. Et c'est une retranscription mot pour mot de ce que vous voyez ici dans le paragraphe 4.2.1.1.4 de l'arrêté du 4 août 2021. Vous voyez, il y a plusieurs principes. Voilà. Et à la fin, le dernier principe est, si vous n'avez pas pu répartir avec les premiers principes, alors vous répartissez au prorata de la surface de référence. Voilà. Donc, voilà, ce que vous voulez faire, ça va être de juste faire des prorata par rapport à une surface de référence. Une autre question, comment faire lorsque je ne trouve pas une FDES ou une PEP liée à mon élément? Donc ici, vous avez le guide du CEREMA qui est disponible sur Internet. Là, vous avez même le chemin d'accès qui vous montre une procédure sur justement cette problématique de je ne trouve pas une FDES, une PEP liée à mon étude. Donc je vous invite à aller les voir et je vais essayer de passer à autre chose. Mais en tout cas, vous pouvez chercher des éléments, utiliser un configurateur si possible, une donnée par défaut si possible. Et sinon, vous allez faire une demande de création de données sur une plateforme. Voilà. On peut donner le PPT. Oui, on pourra vous envoyer le PowerPoint par mail à la suite de cette présentation. Ensuite, il y avait des questions qui étaient liées au périmètre de l'analyse de cycle de vie. Donc, premièrement, je vous inviterai à aller sur notre documentation en ligne, là, qui traite vraiment tout simplement du périmètre de la CV. Et encore une fois, je fais référence au tableau 5 descriptif de la composition physique qui vous permet tout simplement de savoir tout ce qu'il y a à modéliser dans un bâtiment. Vous avez les liens après pour récupérer les textes. Et après, il y a aussi eu des questions très spécifiques qui sont disponibles en fait dans la foire à questions de l'Aéro 2020, donc sur le site officiel. Donc, est-ce que je peux inclure des locaux non chauffés, ou est-ce que je dois d'ailleurs inclure des locaux non chauffés dans l'analyse de cycle de vie de mon bâtiment? Donc, je vous invite à aller regarder cette foire à questions RE 2020 210 là. Pareil pour la piscine, est-ce qu'elle est incluse au périmètre ACV? Eh bien, vous avez une réponse noir sur blanc dans la foire à questions. Elle fait du bien, voilà. En gros, la réponse, ça, c'était si c'est à l'intérieur du bâtiment, oui. Si c'est à l'extérieur et donc plutôt sur la parcelle, ce serait à modéliser dans la parcelle. Voilà. Là, je vous invite vraiment à aller regarder cette foire à questions. Elle commence à être très exhaustive. Ah là là. Moi, j'ai mon en-tête qui rame. Bon, bah, je peux pas vous la montrer. Mais en tout cas, il y a pas mal de questions intéressantes. N'hésitez pas à les regarder ici. Une autre question sur les bâtiments livrés sans équipement. Comment est-ce qu'on fait? Là, on a une foire à questions encore qui va vous permettre d'avoir cette réponse. Premièrement, comment est-ce qu'on fait partie RE 2020 énergie? Donc là, vous allez voir qu'il y a des équipements standards modélisés. Et aussi, donc, comment est-ce qu'on sort en ACV? Donc là, je ne suis pas sûre de pouvoir arriver à vous montrer. Mais voilà, vous avez la réponse qui est disponible ici. Pour ce qui est des remblais et tout ce qui est utilisé pour combler un terrain, pour l'aplanir, on a eu cette question en amont de notre présentation. Dans le texte officiel, il est présenté que c'est plutôt au niveau de la parcelle, qui est vraiment un objet à part de votre bâtiment, et donc qui n'est pas pris en compte dans le IC Construction Max, mais qui a modélisé, voilà, il y a le petit objet parcelle, et il est écrit que c'est à cet endroit-là que vous devez modéliser tout ce qui permet de combler des cavités souterraines. Donc je vous montre où elle est cette parcelle, hein, elle est ici. Vous voyez, c'est bien en dehors du bâtiment. Et ici, je vais pouvoir rajouter tant de mètres cubes de, de gravier, de remblai. Bon, je l'autorise là. Hop.
Pas de souci. Performance ACV réelle du bâtiment. Comment sont les responsabilités? Que dois-je faire? De quoi suis-je responsable? Donc ici, je vous ai fait une petite réponse. Donc déjà, pour rappel, c'est la maîtrise d'ouvrage qui s'engage à faire évaluer l'exigence IC Construction à l'ouverture du chantier. Donc au dépôt du PC, il doit bien cocher qui va s'y engager. Ensuite, sur le calcul final RE 2020 énergie ACV, voilà, il est fait à la fin du chantier et les vérifications, elles vont porter sur les factures, les DGD ou les DPGF, voilà, ou des devis entreprises. Donc, si vous avez une vérification par la suite, il va se reposer sur les éléments donnés par les entreprises et ensuite vos quantités que vous avez mis dans votre calcul. Donc, pour ce qui est de la responsabilité, tout d'abord, le maître d'ouvrage, il est responsable de faire la mise à jour et qu'elle soit normalement comment dire, réglementaire. Le bureau d'études, il est responsable de bien reporter les quantités et les données environnementales qui proviennent des factures dans l'étude ACV. Et chaque entreprise est responsable de sa facturation. Voilà, si ça peut vous aider. A-t-on des questions sur le chat? On est en retard. Ça va, c'est pas très. Je viens juste de mettre le lien là pour télécharger le PowerPoint qu'on utilise. Si Ah, jamais, parce que comme il y a des liens dessus, si jamais vous êtes intéressé pour les avoir, ok, je vais de super. mettre un lien de téléchargement. Pas des questions. Euh, non, c'est pas... Ah oui, alors, bon, pour toutes les questions là, qui concernent les dates des usages, etc., on a... Ah, Euh, En tant qu'éditeur logiciel, on a un petit peu d'informations avant les autres. Désolé pour ça. Effectivement, on a un peu de détails sur les usages qui ne sont pas encore passés en RE 2020. Normalement, certains premiers usages devaient passer en début 2025. On a bien vu que ce n'est pas arrivé. Et nous, ce qu'on a eu comme réponse là du législateur, il a dit, il y a une petite fourchette, hein, donc c'est cet été, donc entre juillet 2025 et janvier 2026. Voilà. Entre les deux, en fait, tous les prochains usages vont venir d'un coup, voilà, en un paquet. Et, et voilà, on verra, mais en tout cas, c'est pas avant juin, juillet, surtout de cette année. à savoir qu'on a eu la même information pour 1er janvier 2025. Donc, À l'époque, oui, oui, oui. on sait pas à quel point c'est fiable. Bah, disons qu'au moins, vous savez que ce ne sera pas avant. Voilà, c'est ça qui Oui, compte sur vos projets. effectivement. La réponse officielle actuellement, c'est que c'est pas avant juillet 2025. Oui, on verra ça. Et, alors, considérez qu'un parking silo est à saisir uniquement en parking avec structure porteuse dans le lot 2.3. Considérez-vous qu'un parking silo est à saisir uniquement en parking? Euh, alors. Bah, en fait, il faut regarder. Il faut regarder le descriptif, tout simplement. Où est-ce qu'il est? Hop. R20, texte. Nanana, annexe. Bon, moi je laisse ce texte-là, je vais le télécharger. Il y a un endroit où on va trouver le tableau 5. Je suis partie trop loin. Oui, come on. Bon. Descriptif, physique, position. Ah, j'ai plus la main, il y a un moment je le faisais à chaque fois. Ah. En gros, il faut Page regarder 26. là. Hein, page 26. 26, ok. Ça me paraît tout. Ouais, mais il y a plusieurs pages 26. Parce qu'en gros, c'est 26, mais ouais. 5, 6. Ah oui, oui, c'est tout à fait ça, c'est 26. Voilà. Merci.
Donc c'est le tableau que vous avez dans les macro-composants. Voilà, il est dans la méthode. Et donc effectivement, dans le lot 2, fondation et infrastructure, c'est vrai que ça peut perturber le mot infrastructure. Il est écrit 2.3, parc de stationnement en superstructure, à l'exception des garages, des maisons individuelles ou accolées. À noter, les composants des garages, des maisons individuelles ou accolées font partie du lot 3. À noter, les parcs de stationnement doivent être pris en compte, qu'ils soient ou non intégrés au bâtiment. Donc là, moi, clairement, je comprends que le parking silo est en 2.3. Sauf si c'est un parking silo pour une maison individuelle. Mais bon, là, ce sera un peu bizarre. Voilà pour cette question. Euh, ouais. J'essaie de voir les questions qui n'ont pas déjà été répondues par vous-même, enfin, d'autres gens. Euh, oui, par rapport aux responsabilités des choix des FDES entre bureau d'études et entreprise. Alors, bah là, c'est des discussions que vous êtes dans votre projet. Disons que vous êtes là lors de la conception du projet, vous faites un petit peu des calculs en amont pour vérifier si le projet va être réglementaire. Et peut-être qu'il ne sera pas parce que vous n'avez pas la bonne marque, elle n'est pas dans la base Ignès, ou alors cette marque-là, elle est un peu trop impactante. Et dans ce cas, vous faites des retours, vous proposez, ben, en fait, il y a cette autre marque-là qui donne des résultats meilleurs. Et en fait, c'est des choix en groupe que vous devez faire. Mais en tout cas, disons que vous servez aussi de prise de choix sur ces données-là. Après, si un élément est mis dans le bâtiment, et ben vous devez choisir la FDES qui correspond. Donc soit qui a le nom spécifique, soit est représenté par une donnée collective ou par une donnée configurée. Mais voilà, le choix, en gros, il est pas tant subjectif, quoi. Il faut que vous trouviez ce qui correspond. Et c'est plutôt avant. C'est plutôt le choix du produit en lui-même à mettre dans la maison. Là, bah, c'est des choix à faire avec le maître d'ouvrage, l'entreprise et vous-même, quoi. On peut passer. C'est bien parce qu'on est un peu en retard, désolé. Au pire, pour les personnes qui devront partir, bah, vous pourrez voir la rediff. Zut, zut, zut. Le temps passe vite. Sur les questions pour le niveau, disons, expérimenté, alors on avait une personne qui nous a demandé bah, comment on fait pour saisir de manière plus rapide un projet. Donc là, je vous montre d'abord la liste des éléments que vous avez à votre disposition. Tout d'abord, le tableau des composants, où clairement, c'est très pratique. Ça vous permet, peut-être si vous êtes sur une grosse opération et que vous avez un économiste, bah, peut-être de récupérer ces données sous forme de tableur. Après ce tableur, vous pouvez le mettre dans Excel, dans le Modeler. Ensuite, le fait de pouvoir réutiliser des macro-composants, que ce soit le macro-composant un peu neutre qu'on vous propose provenant de la RE 2020 ou vos propres macro-composants parce que vous avez capitalisé sur des opérations qui sont à peu près correspondantes euh, avant. Il y a aussi des méthodes qui peuvent vous permettre de gagner du temps. C'est, bon, bah, vous savez que dans une salle de bain, vous avez toujours tant d'éviers, tant de mètres linéaires de réseau. Vous pouvez vous faire des petits macro-composants qui prennent que un lot ou un sous-lot ou juste euh, un type constructif. Faire un macro-composant sur voilà, la construction, elle sera en bois, bon bah charpente, mur ossature bois. Voilà, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez faire un macro-composant chaufferie bois, réseau de chaleur. Voilà, c'est à vous de voir. Il y a aussi, je trouve ça plutôt pas mal de faire, si vous faites beaucoup de logements collectifs, vous pouvez faire un macro-composant par T2, T3, T4. Et comme ça, récupérer des choses qui, de base, automatiquement, seront dans chacun de ces types de logements. Et aussi, bon, bah, on a les fichiers Excel de la ICVF, là, qu'on a retraités, qui sont disponibles sur notre forum. Et comme je disais, hein, il est disponible pour les maisons individuelles. En fait, on pourrait le faire sur les autres usages, seulement ça prend du temps.
Et comme pour l'instant, on n'a pas vu de grands retours, on se demande encore si vous souhaitez avoir les autres usages. Donc, si vous souhaitez les avoir, ces autres usages, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de ce post. Bon, bah, quand pour les bureaux, pour l'enseignement primaire, voilà, on pourra vous les préparer. Donc, en saisie, en tout cas, ce que ça peut donner, aller plus vite. Moi, je vous dirais surtout bah, de travailler ici dans ce tableau, voilà, en faisant des copier-coller, comme je disais, en récupérant peut-être des données économistes et en les collant directement là. Ça vous fait aller plus vite. Ensuite, c'est d'utiliser des macro-composants. Moi, par exemple, j'ai une proposition à vous faire. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer un autre endroit où on voit les macro-composants, parce qu'on peut les rajouter ici. On peut aussi aller au niveau bâtiment, composants ici, et on a la liste des macro-composants ACV qui sont déjà mis, et je peux en rajouter là. Et donc, par exemple, je peux dire, bon, bah, en fait, j'ai pas encore modélisé le VRD, les fondations, mais je vais partir du principe que de toute manière, là, on est en esquisse, je connais pas très bien le projet, on m'a pas donné les détails des fondations, mais je veux prendre large, et donc je veux utiliser tout le budget carbone qui est proposé par la réglementation, là, les 40, par exemple, pour les maisons individuelles. Bah, par exemple, je peux m'ajouter ici un macro-composant. Je m'en suis préparé un, par contre, je sais pas où j'ai mis. L'eau fondation. En fait, j'ai fait exprès ici de me mettre des quantités. C'est pas très grave quelle est la donnée finalement, mais j'ai mis des quantités qui donnent un impact qui va combler tous ces 40 kilos par mètre carré de CO2. J'ai mis j'ai choisi comme type de macro-composant par mètre carré de surface de référence et j'ai mis une surface pour arriver à tout pile à 40. Là, c'est très pratique, ce type-là de macro-composant, parce qu'à chaque fois, il va s'adapter à la surface de mon projet et je vais, quelle que soit la surface de mon projet, avoir ce budget de 40 qui sera rempli. Là, par exemple, je peux rajouter ce lot-là. Bon, là, il me dit quelle est la surface de ce lot. Et par exemple, bon, bah là, je vais pouvoir voir en affichant les valeurs que j'ai complété un petit peu le lot 2, où il y avait déjà des éléments, donc du coup, c'est plus que 40, mais en tout cas, au moins, c'est bien comblé et je prends un peu de marge à pas croire que mon projet va passer et en fait, j'avais aucun impact dans le lot 2. Et ensuite, vraiment, c'est le jeu sur les macro-composants pour aller plus vite. C'est ça qui va vous permettre d'aller très vite. Il y a des choses qui sont automatiques, voilà, des plaintes, tout ce qui est évacuation d'eau pluviale, les gouttières, les descentes, euh, les drainages, voilà, il y a les fondations, il y a plein de choses comme ça qui viennent automatiquement et que vous pouvez vous préparer comme ça en macro-composants pour aller vite. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre un petit peu à cette question. Même si c'est clair, hein, là, c'est aussi de l'expérience qui fait qu'on va aller plus vite. Ensuite, on avait une question sur comment modéliser les modules thermiques d'appartement. Alors là, clairement, moi, je n'ai pas de réponse à vous donner formelle. Euh, En lisant la réglementation, c'est pas très clair. Moi, je dirais soit l'eau 8.3, soit 8.2. Et en fait, je vous invite à poser la question sur la foire aux questions réglementaires. Comme ça, vous saurez clairement ce que vous devez faire. Ensuite, il y a une question sur comment faire pour atteindre le niveau réglementaire. Alors ça, c'est clair que c'est pas facile, hein. Surtout maintenant, en 2025, on a encore eu, comme vous avez vu, le IC Construction Max Moyen qui a réduit. Donc forcément, là, ça commence à être un peu dur. Comme je disais, déjà, dès le début de votre projet, dès les premières phases de conception, vous pouvez essayer de rajouter un maximum d'impact, d'être le plus précis possible. Comme je disais, par exemple, compléter les lots 1 et 2 pour au moins être clair là-dessus. Et en gros, vous êtes d'abord le plus précis possible, le plus exhaustif possible. Et ensuite, je vous invite à aller chercher les plus gros contributeurs et à discuter avec votre client sur les différents choix à faire pour faire passer l'opération. Ça peut être
remplacer des ourdis en béton par des ourdis en bois. Ça peut être par remplacer un isolant qui est peut-être minéral à le faire passer en biosourcé. Ou mettre du réemploi, hein. Le réemploi, là, c'est magique, ça fait disparaître l'impact de tout un composant, donc c'est très intéressant. Moi, je vais vous montrer des techniques pour retrouver les plus gros contributeurs. Par exemple, dans le tableau des composants, là, je peux détacher le graphique et dans la colonne impact CO2 total dynamique, le résultat, là, il est en kilos équivalent CO2 par mètre carré. Je peux trier de Z à A. Donc là, premièrement, là, je vois les premières lignes, c'est les plus gros contributeurs. Donc c'est sur ces points-là que je vais devoir travailler. Est-ce que j'ai fait un bon choix de données environnementales? Est-ce que, par hasard, euh, l'unité était bien accordée à ce que j'ai mis en quantité? Par exemple, sur le photovoltaïque, il y a plein d'unités différentes, donc peut-être que je me suis trompée en choisissant ma donnée. Ou alors, bah, voilà, il faut changer peut-être de type de matériau. Et là, par exemple, la première ligne, c'est une donnée par défaut. Donc peut-être que là, je peux chercher et trouver une meilleure fiche. Et après, sinon, vraiment, c'est bon, bah, les gars, les portes en acier, c'est impactant, le bardage PVC, c'est impactant. Bon, est-ce qu'on peut pas changer et faire passer du réemploi aussi? Ça, c'est forcément, ça va vous faire gagner beaucoup de points. Alors, imaginons, même si je sais que ce n'est pas si facile pour des problèmes d'étanchéité, imaginons, je me dis, allez, je vais faire du réemploi de tuiles. Comment est-ce que je fais? Alors là, c'est dans le macro-composant, donc il faut que j'aille le modifier en bibliothèque. Je le cherche en 4.2. Je le trouve pas. Je vais chercher avec son nom. Tuile, tuile, tuile. C'était tuile? Non. C'est quoi son nom? Ah non, c'était là qui s'appelait tuile. Ouais, mais non. Hop. Imaginons, c'est du réemploi. Eh bien, il y a une donnée environnementale liée au réemploi. En fait, elle est vide. Elle n'a pas d'impact, mais elle a, elle va rentrer dans votre RS2E. Elle va rentrer dans l'XML. Et c'est bien l'intérêt. Donc là, vous allez pouvoir mettre composant réemploi. Il n'y aura plus d'impact lié à ce composant. Ici, pom, pom, pom. Voilà. Et il vous reste à préciser l'unité. On était peut-être en mètres carrés. Voilà. Donc là, ça va rentrer dans votre RS2E et vous avez gagné beaucoup de kilos CO2. Donc ça, c'est une première manière pour trouver les plus gros contributeurs. Vous pouvez aussi les trouver de manière graphique. Donc c'est ici, graphique des composants. Je vais présenter les impacts par fiche. Allez, si je veux, je vais présenter toutes les fiches. Donc je mets un reste à 0. Et là, bah, les premiers éléments que je vois présentés ici, ce sont les fiches les plus impactantes. Donc les premières, bah, c'est des lots forfaitaires. Mais ici, après, on a le panneau isolant, polystyrène, etc. Donc là, on peut voir les premiers contributeurs. Et encore une autre manière, si jamais ça ne vous convient pas sur le modèle, vous pouvez aussi les regarder dans le PA de résultats, dans analyse graphique. Donc là, je vais me mettre au niveau composant. Je peux me mettre ici avec une vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble, elle va vous permettre... Alors attendez 2 secondes, j'essaie de trouver. Ok. C'est marrant, il a changé la couleur. Bon. Et en gros, les plus grands camemberts ici représentent les fiches. Donc, clairement, le 8 points, ok, c'est la plus impactante, mais sinon, ça va être le polystyrène mis en toiture. Voilà, ça peut être une manière de repérer les impacts. Donc là, j'ai le lot, le sous-lot et la fiche. Voilà pour ça. Ensuite,
Je crois que c'est la dernière question pour le niveau expérimenté. Il est midi. Comment est-ce qu'on fait pour connaître des quantités quand elles ne sont pas données? Haha. Eh bien, dans ce cas-là, peut-être que vous avez des plans, je ne sais pas moi, de la plomberie, des plans de tout le CVC. Vous pouvez, vous, aller mesurer ces quantités-là et les reporter, voilà, tous les mètres linéaires d'adduction d'eau, de ventilation, etc. Ensuite, en début d'un projet, on peut aussi faire des ratios avec ce que vous avez capitalisé avant. Donc, par exemple, voilà, vous avez déjà fait du logement collectif. Finalement, vous allez avoir à peu près les mêmes solutions sur un autre bâtiment. Vous pouvez dire, bon, il y avait ce lot qui avait tant d'impact par mètre carré. Vous dites, ce sera sûrement la même chose à peu près pour le futur projet. Sinon, il y a des ratios aussi qui peuvent être trouvés sur Internet, voilà, des quantités. Par exemple, moi, je trouve facilement des quantités de rails et montants en acier par mètre carré de cloison. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont pratiques à savoir pour les rajouter directement. Et on le trouve sur des sites des fabricants, tout simplement. Donc déjà, ils nous aident pas mal. Et aussi, l'économiste est la meilleure personne placée pour vous donner des quantités. Les économistes, peut-être, ont l'habitude d'être plutôt en détaillé sur des phases assez lointaines dans le projet de conception. Finalement, vous pouvez lui demander de faire cette étude-là plus tôt pour vous permettre à vous de faire une ACV et donc voilà, d'avoir des quantités qui ne sortent pas de votre chapeau, mais qui sortent de l'expérience de l'économiste lui-même. Voilà, si ça peut vous aider. Apparemment, il y a des questions techniques dans le chat. Ah non. Non, peut-être sur la maison individuelle en conteneur, est-ce qu'on peut utiliser ça comme du réemploi? Oui. En fait, tout ce qui est réemployé, oui. Tout ce qui n'a pas été conçu pour le bâtiment. Ouais, tout ce qui est pas neuf, c'est du réemploi. Après, oui, vous mettez des mètres carrés de conteneurs. De toute façon, c'est un composant vide. Vous pouvez faire ça. Euh, Tu peux finir sur le oui. On va finir pour pas. Ok. Alors, désolé, on dépasse un tout petit peu. Pour aller plus loin, justement, vous avez des questions sur comment trouver peut-être des ratios, comment trouver des impacts par lot. Eh bien, en fait, sur notre forum Izuba, on a un post qui s'appelle Retour d'expérience et ressources utiles. Et notamment, il y a l'outil de Décarbone Plus, pardon, développé par Aya Construction. Et lui, il vous permet dès l'esquisse, à partir de leur projet à eux. Donc en fait, ils ont juste décidé d'ouvrir leur propre capitalisation de données à tout le monde. Et vous choisissez l'usage d'un bâtiment, c'est un petit peu sa forme globale, etc. Et vous avez une répartition des impacts par lot constructif. Ça peut vous aider sur des opérations un petit peu en amont comme ça. Pour le trouver, ce post, je vais sur le forum, dans la rubrique ACV, et c'est le post Retour d'expérience et ressources utiles. Il y en a beaucoup. Voilà. Et où est-ce qu'il était, l'outil d'AIA? Ici, hop, nouveau Décarbone Plus. Évaluation de l'impact des projets en phase amont. Du sympa. Mais voilà, vous avez, c'est quoi le coût carbone des lots techniques, il y a des guides techniques, il y a peut-être, ça peut vous aider à vous rendre compte pour faire un devis, un sondage sur la durée de vie d'une analyse de cycle de vie, sur la durée pour faire une analyse de cycle de vie. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir cette page qui est intéressante. On avait également, on verra ça, ouais. On avait également aussi des questions sur le module équerre, donc je vais vous en parler un petit peu quand même. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est équerre et quel est son intérêt? Équerre, ça va être un module qui va permettre de faire une évaluation et des calculs non réglementaires, mais en analyse de cycle de vie. Donc en fait, c'est un peu ce que la STD est au calcul de RT ou RE2020 en énergie.
Donc, vous n'allez pas être bloqué par un format réglementaire. Vous allez, tout ce qui est contributeur énergie, vous allez pouvoir partir d'une STD. Voilà, donc c'est vraiment, on est sur de la conception. Par contre, on n'a pas les mêmes ordres de résultats, etc., parce qu'on n'a pas les mêmes données d'entrée. Les données environnementales utilisées proviennent d'une autre base de données qui s'appelle EcoInvent. Donc, c'est des spécialistes de l'ACV, ils sont en Suisse et ils font des données un petit peu globales pour le monde entier et puis ils permettent aussi de les contextualiser. Nous, on a des données qui proviennent d'EcoInvent et qui ensuite ont été recalculées par les mines de Paris et qui vont vous être mis à disposition prochainement dans une nouvelle version, la version 3.8. Donc ça, c'est un sujet, les données environnementales d'EcoInvent. Il faudrait un webinaire spécifique sur Equerre pour vous en parler, mais en tout cas, voilà, vous le savez, les données de base ne sont vraiment pas les mêmes. Et comme le calcul n'est pas réglementaire, vous êtes libre sur la fin de vie des matériaux. Vous pouvez dire que ça va être incinéré, réutilisé, mis en décharge. Vous allez pouvoir jouer sur la durée de vie du bâtiment et non pas rester bloqué sur 50 ans. Vous allez pouvoir aussi prendre des éléments qui ne sont pas pris en compte actuellement dans le calcul réglementaire, notamment la gestion des déchets d'activité, tout ce qui est production de papier, de verre, et comment est-ce qu'on les gère, est-ce qu'on les trie, est-ce qu'on va aller les incinérer, est-ce que de cette incinération, on va avoir la valorisation énergétique. Vous pouvez aussi jouer sur les mix énergétiques de l'électricité, jouer sur le taux carbone de l'électricité heure par heure, etc. Et on peut aussi modéliser le transport des occupants. Voilà, donc ça permet vraiment de faire une ACV de manière plutôt large et de faire vraiment de la conception pour des projets qui sont, disons, volontaires sur ce sujet. Ça marche en dom-tom. Dans les dom-tom, Ok. bah, Je comprends pas parce que c'est basé sur des. C'est basé pour des projets européens. non, non, non. Equerre, en fait, en gros, il y a juste besoin de faire une STD, il faut avoir les fichiers météo. Ah oui, tu Non, mais parles les des... données. Ah oui, la donnée environnementale, c'est vrai qu'elle est contextualisée pour la France. Oui, oui, C'est oui. ça, c'est pour ça Oui. que pour les dom-tom, du coup, il Ouais, y aura des coûts de transport qui seront pas les mêmes, puisque comme c'est contextualisé en France métropolitaine, le contenu CO2 des différents éléments va pas être yes. cohérent par rapport à des projets en dom-tom. Mais je vais vous montrer justement la force d'Equerre. Donc là, j'ai des questions sur Equerre, donc je vais ouvrir ce module-là. À savoir que là, en fait, je vais vous présenter le futur Equerre. On a pour projet de remonter Equerre dans le modeleur. Actuellement, il a son module à lui, de son côté. Et en fait, on a pour objectif de remonter au même niveau que tous les autres calculs. Donc là, j'ai une version bêta, très en amont, elle n'est pas encore prête, mais j'ai déjà des interfaces à vous montrer. Donc là, j'ouvre un modeleur. Hop. Donc ne cherchez pas, vous ne pouvez pas encore l'afficher, mais ici, hop, on aura un nouveau module qui s'appelle Equerre. Donc voilà à quoi ça ressemblerait. Donc c'est pas encore fini. Vous voyez, il y a des boutons qui sont encore en anglais. Mais par exemple, sur les matériaux ici, vous pouvez voilà, choisir la durée de vie de votre bâtiment et vous pouvez adapter des distances de transport. Voilà, c'est peut-être le seul truc que vous pouvez faire avec les dom-tom, c'est augmenter la distance entre la production du matériau vers le chantier. Voilà, mais par contre, vous ne pourrez pas gérer le mode de transport, donc vous ne pouvez pas dire si c'est fluvial ou plutôt par route. Et pareil pour la décharge. Donc, c'est un peu le seul truc qui permettrait de vous rapprocher d'une ACV dom-tom. Après, vous voyez, la durée de vie des produits, vous pouvez vraiment le faire comme vous le souhaitez. Euh, Ici, on a une gestion des occupations. Voilà, est-ce qu'on veut donner un nombre total d'occupants dans le bâtiment ou partir en détaillé sur chacune des zones? La gestion des déchets, donc est-ce qu'on a des déchets ou pas? Donc, là, on va dire oui, par exemple. Et donc là, vous pouvez dire, bon, bah, je produis tant de kilos par an par personne. Et dans ces kilos globaux, combien de pourcentages sont liés aux métaux, combien au papier, combien au verre?
combien en plastique, etc. Et donc ça, c'est la répartition par type de déchets. Et ensuite, est-ce que je le trie et à hauteur de combien? Voilà. Et après, est-ce que ce qui n'est pas recyclé, est-ce qu'il va aller en décharge ou en incinération? Bah, si tout va en décharge, on met à 0%, pas d'incinération. Si tout va en incinération, voilà, 100%. Et après, est-ce que ce qui va en incinération est valorisé ou pas? Et quel est le rendement? Voilà, donc là, vous voyez, vous avez vraiment une grande liberté sur cette évaluation. Après, sur les consommations d'eau, quel est le rendement du réseau de votre ville? Est-ce que vous utilisez de toilettes sèches? Les mètres cubes utilisés? Sur la consommation en énergie, elle reste encore à finir, hein. On est vraiment sur une version bêta qui n'est pas encore prête. Mais en gros, on récupérait les résultats de la STD qui a déjà été lancée. Et ensuite, par exemple, pour tout ce qui est électrique, on pourrait ici dire bon, bah, quel est le mix énergétique de la France ou de mon île particulière ou de mon territoire particulier. Donc là, vous pourrez dire bon, bah, on a tant de pourcentage en charbon, gaz, solaire, nucléaire, voilà. Et ça va vous faire changer les impacts après des consommations en électricité, en chauffage électrique s'il existe. Et une dernière partie, ce serait sur les transports. Donc voilà, on peut prendre en compte le transport des occupants. Donc est-ce qu'on le fait de manière un peu détaillée? On dit juste les distances qu'on a entre chez nous et nos commerces et chez nous jusqu'au travail. Ou, et après, comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à prendre la voiture ou pas? Donc ça, c'est vraiment une proposition un petit peu simplifiée. Par rapport à si on est en urbain, on a une distance de transport euh, par rapport au transport en commun disponible. Ou alors en détaillé, on va juste dire, bon, bah, Clotilde, elle va faire tant de kilomètres, c'est une personne, ou pas. Et on va faire comment? Bah, peut-être à vélo. Et Louis, lui, il prend la voiture. Non, voilà, on peut insérer des lignes comme ça et se rajouter des kilomètres parcourus à l'année. Bon, là, j'ai mis 8 kilomètres à l'année, ça fait pas beaucoup. Et ensuite, on a des résultats au globaux sur l'année. Hop, en voiture, par exemple. Voilà, donc ça va aller ensuite être pris en compte dans vos calculs et vous allez pouvoir voir vraiment le bilan du bâtiment au global avec son utilisation beaucoup plus détaillée qu'en calcul réglementaire. Une dernière question peut-être pour clôturer. Là, comme ça, on va finir à midi et quart, un petit quart d'heure de retard, c'est très bien. C'est sur bah, le périmètre d'une étude. Donc là, la question, c'est si on a 100 mètres carrés dans le local d'usage tertiaire, mais pour X ou Y raison, on a une structure en acier qui fait 1000 mètres carrés hors d'air. Donc juste une toiture, on va dire, acier avec en poteau-poutre. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans le... C'est un Moi, peu c'est tout. spécial. Je pense que c'est vraiment lié aussi à la foire aux questions locaux non chauffés et aussi peut-être à la rubrique dans notre documentation sur périmètre de la CV. Si cette structure en acier n'est pas liée qu'à votre bâtiment, qu'à votre usage, peut-être qu'il ne faut pas tout prendre en compte. Vraiment, c'est à voir. Après, si cette structure en acier, elle est architecturale et qu'elle sert qu'à ce bâtiment-là, et que ça a été un choix vraiment, l'architecte, etc., pour le mettre, probablement que vous devrez tout prendre en compte. Et là, je vois mes livrets seulement 100 mètres carrés de locaux tertiaires au milieu. Tu vois, j'ai l'impression il y a des bureaux au milieu d'autres usages, non? Ou si c'est des bureaux au milieu d'autres usages, dans ce cas-là, vous faites au prorata de la surface de référence. Une toiture, une grande toiture de 1000 mètres carrés avec juste un bâtiment au centre. Moi, j'aurais pas Là, ouais, tendance à tout mettre. J'ai l'impression que cette structure, elle existait déjà, non? Je sais pas, c'est un peu bizarre. bon, c'est vrai Très qu'à étrange. chaque fois, ça dépend vraiment de chaque typologie de projet, effectivement. Après, après avoir lu toutes les foires à questions et notre documentation qui détaille un peu le périmètre, si vous sentez que vous êtes encore dans un cas, vous, spécifique, faites une demande sur
la foire à questions de la RT-RE parce que voilà, vous aurez une réponse officielle. On a quasiment terminé. Moi, je voulais juste, pardon, faire un petit, Oui. je voulais faire un petit plus quand même par rapport à la question justement qui a été faite sur Equerre. Je reviens là-dessus. On m'a demandé comment on ajoute des données dans Equerre. Et en fait, vous allez dans la bibliothèque, là, base de données. Donc là, imaginons je suis sur une autre base de données justement. Et ben, je peux ajouter un élément ici et je vais soit indiquer moi depuis une DEP que je lis quelque part sur un fichier PDF, je peux ici aller préciser toutes les valeurs de tous les impacts. Il faut quand même penser à bien être exhaustif là. Je lui donne une unité, enfin un nom, une unité. Voilà, c'est plutôt un produit neuf peut-être en fabrication. Là, matériaux composants, c'est juste pour savoir si c'est quelque chose qui est constructif ou si c'est plutôt un équipement. Et après, j'enregistre. Voilà. Sinon, on peut faire des petits produits en croix avec Equerre. Mais après, voilà, sachez que dans tous les cas, ces deux fonctionnalités-là, elles sont bien elles dépendent de vous. C'est bien vous qui mettez ce que vous voulez à ces endroits-là, donc on n'est pas responsable de ce que vous faites. Mais oui, vous pouvez ici faire un produit en croix, on met un nom. Ici, je vais chercher un élément dans la base de données. Bon, bah là, elle ne s'affiche pas. C'est la version bêta, bizarre. C'était disponible il n'y a pas longtemps. Et vous dites, bon, bah, je prends ce ballon 300 litres. Et moi, je vais avoir un ballon 600 litres. Je mets un coefficient de 2 ici dans la cellule 2. Et voilà, j'aurai deux fois plus d'impact. Imaginons, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a à peu près le droit de faire sur Equerre, mais c'est bien à votre charge après de justifier des impacts qui sont dans votre donnée. J'ai fini pour Equerre. Nous aurons de la communication sur ce module spécifique plus tard. Ensuite, bah, à l'issue de ce rendez-vous Pléiade, si vous avez encore des questions, peut-être que vous auriez besoin de suivre une formation. On propose des e-formations qui sont très théoriques sur la RE 2020, mais ça peut peut-être vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site pour voir où est-ce qu'on peut les suivre. On a aussi des formations sur site, ou à Paris ou chez nous, qui portent sur la RE 2020. On a une toute partie théorique et après de la pratique, voilà, pour revoir vraiment les bases. Et après, on peut vous faire des formations personnalisées si vous en avez le souhait. Dans ce cas-là, il faut plutôt contacter le bureau d'études qui se charge des formations personnalisées, donc le bureau d'études ISUBA, hein. Donc par exemple, je fais partie du bureau d'études ISUBA. Et ensuite, si vous faites votre première ACV ou une ACV complexe et que vous aimeriez avoir des avis sur cette évaluation, vous pouvez nous envoyer des demandes pour qu'on vous accompagne, qu'on fasse aussi peut-être une sous-traitance sur vos études. Pareil à études@isuba.fr. Sur Equerre, on insère une nouvelle fiche, faudrait-il le faire à chaque étape pour un même matériau? Ah oui, en gros, sur le matériau, vous avez la fabrication, après vous avez sa fin de vie, etc. Oui, ce serait mieux de faire ça sur la fin de vie, etc. Ouais, ouais. Oui, parce que, bah, oui. Enfin, c'est sûr, en tout cas, sur la fabrication, sur la fin de vie, parce que si vous avez bien fait un produit en croix, il vaut mieux le faire sur chacune des étapes. Vous avez raison. C'est tout bon. Plus de questions à attendre. Enfin, peut-être qu'il y avait des questions qui sont passées à la trappe, désolé. Mais, mais voilà, on va se limiter là avec 20 petites minutes de retard. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Vous avez été très nombreux, bien plus que pour les deux précédents webinaires. Donc, voilà, on a essayé de faire au mieux pour répondre à toutes vos questions. Euh, C'est chargé. ouais, mais bah, apparemment, donc, il y a eu des bons retours. Donc, on est content Super. que ça vous ait plu. On va essayer de continuer à en faire, mais voilà, je ne saurais pas vous dire le prochain sujet ni la prochaine date.
Voilà, bon, ben, merci encore à tous Merci. et bonne journée à vous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.